Salam alaikum, Azul, bonsoir. La tragédie qui a endeuillé la population d'El Oued, Oued Souf, est juste indicible. Il n'y a pas de mots, ni pour la décrire, ni pour en parler. 8 nouveau-nés qui décèdent dans l'incendie d'un hôpital où ils venaient de naître par négligence criminelle, qui distingue ce secteur devenu un immense mouroir. Mais ce n'est pas le moment. Laissant les familles et les proches de ces petits anges, morts de si atroces conditions, faire leur deuil. Puissent-ils trouver la paix du cœur et qu'ils sachent que le pays tout entier est avec eux et qu'ils partagent leur douleur. Laissons-les accompagner leur bébé dans le silence et la dignité. Le temps de la colère viendra. Le chef d'état-major a encore parlé. J'ai failli dire a encore sévi. Depuis Bachar, et très franchement, je n'ai vraiment pas envie de commenter ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. C'est toujours les mêmes dénis, les mêmes fonds de commerce, les mêmes invocations, les mêmes anathèmes, les mêmes menaces, les mêmes stigmatisations et autres accusations de haute trahison. Quiconque critique ce qu'il fait, quiconque critique ce qu'il dit. Cette fois-ci, il ne menace pas de fermer Alger, mais il nous dit que la minorité qui manifeste peut faire ce qu'elle veut et que l'armée s'en fiche et qu'elle ira jusqu'au bout. Mais il avoue, en même temps, et de façon très claire, que le peuple manifeste avec pacifisme depuis 7 mois. D'un côté minorité, d'un autre que le peuple manifeste depuis 7 mois. Allez comprendre. Finalement, on s'habitue à tout, y compris au plus fantasque. Sinon, le régime semble s'être enfermé dans une sorte d'autisme. Il n'entend rien d'autre que les échos de ses propres délires. Il se félicite d'avoir répondu à ce qu'il dit être les aspirations profondes du peuple, d'aller au plus vite à des élections présidentielles. C'est lui qui le dit. Il nous dit que le peuple ne demande qu'à aller vers des élections présidentielles. Très vite. Et il se dit fier d'avoir réussi à lancer sur le terrain cette fameuse autorité nationale indépendante, chargée des élections. Et presque personne, y compris dans les médias, ne relève que cette instance est anticonstitutionnelle. Le procès de Blida, qu'un certain journal a qualifié de procès du siècle, ne laisse filtrer que des histoires anecdotiques sur les attitudes et déclarations de certains prévenus. Évoquant ce procès, un blogueur très proche des ex-milieux sécuritaires vient de publier une vidéo désormais virale qui nous livre des informations tellement scandaleuses sur les actuels décideurs qu'il nous est très difficile de les rapporter ici. D'un autre côté, des fuites savamment orchestrées nous apprennent que Abdelmajid Tebboune, l'ex-premier ministre, débarqué sans ménagement par la Boutefliki, serait le futur favori du régime pour des présidentielles certainement jouées par avance. Ce qui ne sera certainement pas du goût d'autres présidentiables et qui continuent d'espérer avoir le privilège d'être adoubés par le maître. Et dans cette lourde ambiance, qui ne manquera certainement pas de s'emballer, peut-être même de dégénérer, à Dieu ne plaise, il n'y a plus que 2 acteurs, 2 vrais acteurs, 2 forces antagonistes. Un régime qui s'accroche obstinément et qui veut imposer des élections présidentielles dont il pense qu'elles seront le seul moyen qui lui permettra de garder le pouvoir derrière une façade institutionnelle. Et face à lui, vont debout un peuple qui manifeste sa farouche volonté de ne plus se laisser voler sa victoire,
déterminé à ne pas laisser passer cette énième manigance que sont ces élections présidentielles. C'est une veillée d'armes. Le dénouement ne peut plus durer et nous saurons bientôt si l'adage Vox populi, Vox Dei dit vrai. Les présidentielles, le temps des manœuvres. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Aqila Lazri, médecin, militante politique. Merci d'être avec nous, Aqila. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci. Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Merci, Saïd, d'être avec nous. Merci beaucoup, Djemeldine, pour l'invitation. Et pour la première fois depuis Atlanta, aux USA, Rochdi Alioui, analyste politique universitaire spécialisé dans les sciences politiques, analyste politique spécialisé dans l'Afrique et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Alioui Rochdi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, nous vous gardons, donc nous allons commencer par vous. Alors, quelle est votre lecture de ce qui est en train de se passer en ce moment? Votre sentiment général? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Premièrement, c'est comme on est des Algériens, donc on laisse les émotions un petit peu parler. Et ce qui se passe en Algérie, c'est unique. Dans notre histoire, c'est vraiment la première fois où le peuple a pris les commandes de l'avenir du pays. Ce n'est pas encore garanti, mais c'est un long processus qui va se faire doucement et difficile. On est engagé sur une voie qui peut aboutir à une transition solide, une transition démocratique et le refondement de l'État algérien. En ces moments-là, c'est depuis le mois d'août, juillet et septembre, on est dans une situation un petit peu précaire. Parce que les premiers mois de Hirak, si on commence par le mois de février, mars, avril, c'était vraiment des progrès qu'on a fait. C'est vrai que ces progrès-là ont été causés ou poussés, voulus par le peuple, mais ça a été un petit peu accompagné par l'institution militaire. Ça, c'est une réalité qu'on doit... Même si Gaïd Salah est critiqué par tout le monde, sur ce point-là, il a un petit peu bien fait. Ceci dit, on est loin d'être sorti du bout de tunnel et je crois votre émission va parler de la transition, des modes de transition, que ce soit une présidentielle, une législative ou une assemblée constituante. Là, c'est à négocier. Aucune solution ou aucun mode de transition garantit une solution meilleure que l'autre. C'est, comme on dit, le diable est dans les détails. Mais le problème, Alioui Rochdi, le problème est que d'un côté, la société qui est dehors par millions et dans quasiment toutes les villes d'Algérie est en train de crier. Et le nombre des manifestants est éloquent, on ne peut pas le cacher, alors qu'il n'y a pas de manifestants qui disent le contraire. Tous ceux qui manifestent contre les élections. Pourquoi? Non pas parce qu'ils sont contre les élections, bien au contraire. Ils sont contre les élections organisées et accompagnées par l'actuel régime dont la partie la plus décisive est celle de l'état-major et le chef de l'état-major. Et de l'autre côté, un régime donc représenté par ce chef d'état-major qui dit vouloir organiser ces élections. Le problème est là. Le nœud gordien se trouve dans cette obstination des uns de vouloir passer en force
et du peuple de refuser absolument ces élections. Je suis carrément et tout à fait d'accord avec vous. Ce que vous dites est absolument la vérité. Parce que vous avez d'un côté le peuple et de l'autre côté l'état-major militaire. Et ça a été toujours la constitution de l'État algérien. L'État algérien, c'est les militaires depuis 1962, avec une interface civile qui était le parti unique et l'oligarchie, etc. On ne va pas descendre dans le tunnel là, un peu des détails. Ceci dit, que ce soit une présidentielle, le point que je veux faire clarifier, c'est que ce soit une présidentielle ou une législative ou une assemblée constituante, le plus important, ce n'est pas le mode de scrutin ou l'élection elle-même, c'est comment cette élection est organisée, par qui elle est organisée, qui va participer dans ces élections, etc. C'est pour cela que j'ai dit que le diable est dans les détails. Oui. Oui. Telle qu'est la fameuse commission de négociation qui a été établie par Ben Saleh, avec la bénédiction de Gaïd Saleh, bien sûr, elle est déficiente. Donc, on doit revenir à la table et on doit renégocier une nouvelle commission qui peut garantir une certaine élection. Parce qu'au bout des manifestations qu'on observe dans la rue, au bout des contestations, il y a une transition. Il doit y avoir une transition. Et je crois que ça fait à peu près 8 mois, 9 mois qu'on s'est engagé dans ce bras de fer entre la rue et l'état-major militaire. Je crois que le moment est venu qu'on s'assoit, parce qu'on est tous Algériens, on s'assoit autour de la même table et qu'on négocie une sortie. Ceci dit, l'Algérie, l'exemple de l'Algérie n'est pas unique. Il y a eu ce qu'on appelle en Sciences Po les transitions pactées. L'Espagne en 1976-1977 est allée vers une transition, ce qu'on appelle une transition pactée, c'est-à-dire l'opposition avec ses représentants autour d'une table avec l'état-major militaire de Franco, et ils ont négocié une sortie de la crise. Bien sûr, il y avait le roi qui avait, avec sa bénédiction, etc., mais ça, c'est une autre histoire. Il y a aussi l'histoire, la transition au Portugal. C'était aussi une transition pactée. Mais le problème, Rojdi Aloui, excusez-moi de vous interrompre, le problème est que, justement, c'est ce que demande le mouvement citoyen. Il demande à l'armée, non pas de les laisser dialoguer entre eux, parce que qu'est-ce que dit l'état-major? Il dit dialoguer entre vous, discutez de ce que vous voulez, et après moi j'examinerai vos propositions. Il se pose non pas en partie prenante d'une négociation, autour d'une même table, mais en tant qu'arbitre au-dessus de la mêlée. Il dit, moi je ne négocie avec personne, négociez entre vous et moi je suis là pour arbitrer. Ça veut dire qu'il considère l'état-major qu'il est le maître du jeu, qu'il est le maître des horloges, que lui n'est pas concerné, que lui ne négocie rien, donc qu'il ne négociera pas son propre départ. Le problème est là, justement. Il n'est pas dans les élections. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que Gaïd Saleh s'érige en arbitre. Carrément, absolument d'accord avec vous. Le problème que Gaïd Saleh se trouve dans cette situation d'arbitre, de maître du jeu, celui qui dicte la loi, par exemple, les modalités de négociation. C'est que nous, quand je dis nous, je parle du peuple, hein, je parle de Hirak, on l'a mis un petit peu dans cette situation par un défaut de représentation et de structure du mouvement citoyen qu'on est en train de voir. S'il y avait une structure solide, s'il y avait une structure bien transparente, si on arrive à organiser une représentation
de Hirak avec un collège de représentants. Ça ne doit pas être une personne. Ça n'a aucun sens d'avoir une personne qui représente toute la rue. Mais un collège de représentants de toutes les forces vives de la société. Mais comment les désigner? Comment les désigner? Comment les choisir? Là, j'ai parlé il y a l'autre jour avec sur Jazzy. Je parlais, il faut faire des assises du mouvement citoyen. Une sorte de congrès du peuple? Une sorte de congrès? Du peuple, oui. Toutes les forces, parce que quand on remarque le mouvement citoyen Hirak, on voit qu'il y a plein d'organisations sociales et politiques. Ce n'est pas un mouvement qui est carrément détaché, qui est carrément désorganisé. Il y a de l'organisation. Il y a des personnalités aussi parmi ce Hirak. Si on arrive à avoir une représentation, si on arrive à avoir une certaine structure, parce qu'il est temps d'avoir une certaine structure, il faut le dire aussi. Le mouvement citoyen a commencé le 22 février, on est le 24 septembre, il est temps d'avoir une certaine représentation collégiale qui négocie avec le régime militaire algérien, comme l'a fait Lech Walesa en Pologne, comme l'a fait les forces démocratiques en Espagne, en Portugal, en Grèce, etc. Sans avoir, moi j'ai peur que sans avoir cette représentation, sans avoir des élus de ce Hirak, on se dirige vers une sorte de clash. D'un côté, vous avez la rue, de l'autre côté, vous avez les canons, et on sait que chaque fois que les canons et la rue s'affrontent, c'est pas bon pour n'importe quel. Les résultats sont abominables. Alors, dernière question avant de vous libérer. Qu'est-ce que vous préconisez? Pour vous, comment ça devrait pouvoir se passer maintenant? Moi, ce que je veux vraiment voir, Inch'Allah, on verra cela, c'est qu'on ne doit pas avoir il faut être un petit peu malléable. Il faut être souple dans ses positions. Il faut qu'on ne soit pas rigide et un petit peu extrémiste dans nos positions. Parce que je vois la situation de loin un petit peu et je crois qu'il y a une certaine rigidité de part et d'autre. Je ne parle pas uniquement de Hirak, je parle de part et d'autre. Parmi les militaires et parmi la rue. Et qu'on commence à penser la transition dans une année, 2 années, 3 années. Parce que Khoya Benchenouf, M. Benchenouf, oui. Il y a une certaine idée, quand j'entends et je lis la presse algérienne et les plateformes de médias algériens, je pense qu'il y a une fausse idée que la transition démocratique en Algérie, parmi les gens, cette fausse idée, qu'il suffit juste d'organiser des élections nettes et propres et que ça y est, l'Algérie devient démocratique. Non, on est engagé dans une transition démocratique pour les 10 prochaines années. Et ce qui va aggraver cette transition démocratique, c'est qu'on va la faire durant une période économique très difficile pour l'Algérie. On est en train de rentrer dans un cycle récessionnaire. Il y a eu un article sur Le Point qui dit que l'Algérie ne peut même pas payer ses factures sur le plan international. Le prix du baril continue à baisser. Les déficits budgétaires commencent à augmenter. On va aller prochainement vers une dette externe. Le mouvement Hirak et la transition va encore créer une incertitude qui va geler les marchés, les transitions du marché. Donc, on est dans une situation un petit peu difficile. Et
il est temps pour moi, Inch'Allah, on va voir des hommes et des femmes, des forces de la société civile qui vont s'ériger en leaders qui vont organiser le mouvement Hirak, parce que pour parler avec les militaires, il faut être organisé. Les militaires en Algérie, tous les militaires, ce n'est pas uniquement l'Algérie, exploitent la division, exploitent la non-organisation des mouvements citoyens et tournent cette faiblesse contre le mouvement. Et pour eux, pour avancer leur point. Donc, si on veut négocier de force et imposer des solutions à l'état-major algérien, il faut une certaine organisation. Moi, j'aimerais bien voir des assises du mouvement Hirak. Moi, j'aimerais bien l'exemple, un Grenelle de Hirak, par exemple, pour parler dans le jargon de la politique française. Un oui. Grenelle de Hirak où il y aura non seulement une direction collégiale qui représente le plus grand nombre des forces sociales qui s'expriment à travers Hirak, mais aussi une plateforme souple autour de laquelle on peut s'asseoir et se négocier. Et quand on parle de négociation, on parle aussi de compromis, de part et d'autre. On parle aussi de comment on dit en anglais, give and take. C'est pas... donnant, gagnant, etc. En tout cas, Rochdi Aloui, merci beaucoup pour cette première intervention. Nous avons été très heureux de vous recevoir et j'espère que vous serez souvent des nôtres. Ça a été donc une première fois, comment dire, très utile. Merci. Merci beaucoup à vous et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Alors, Aqila Lazri, Saïda Knin, aujourd'hui, donc, nous ne pouvons pas ne pas parler de cette marche des étudiants, qui a été massive, qui a été particulièrement dans, on m'a dit, à Alger, Béjaïa, et nous allons voir d'abord quelques images. Alors, avant d'en arriver aux étudiants et aux autres points, le professeur Rochdi Aloui nous dit que maintenant, avec du recul, 8 mois quasiment derrière nous, le temps est venu peut-être de penser à des assises du mouvement. Et il faudrait que toutes les parties fassent des concessions, des compromis, et que le temps doit venir pour que ça n'aboutisse pas au pire, c'est-à-dire, comme il a dit, le peuple d'un côté et les tanks de l'autre. Alors, il est sans doute arrivé le moment d'une meilleure organisation, mais ça, on s'attendait que la rentrée sociale allait apporter à la fois une intensification du mouvement. Je rappelle quand même, c'est le cas. On ne s'est pas trompé pour une fois dans nos prophéties, en tout cas. On peut quand même souligner que le peuple algérien vient de dépasser la barre des 30 vendredis de mobilisation, de lutte intense.
de lutte pacifique, de lutte intelligente, parce qu'il a affiné ses revendications politiques. Et on assiste à une forme de dichotomie entre un peuple qui tient coûte que coûte à retrouver sa souveraineté et puis un pouvoir qui tient quand même à garder ce pouvoir-là. S'arc-boute. Voilà. De toutes ses forces. De toutes ses forces. Il se retrouve dans un cul-de-sac. Il se replie sur son noyau dur, à savoir le pouvoir réel. Et vous ne craignez pas le pire, comme nous l'a dit Rachdi Aloui, que dans ce genre d'obstination et de, comment dirais-je, d'entêtement de la part de l'état-major, bien sûr, surtout, et de l'autre côté de cette absence de représentation du mouvement, vous ne pensez pas que ça puisse dégénérer, à Dieu ne plaise? Je n'ai pas de réelle crainte par rapport à ça pour deux raisons. La première, c'est que la lutte telle qu'elle se fait là depuis le mois de février, c'est une accumulation des luttes du peuple algérien qui a toujours lutté, mais à des moments fractionnés de son histoire, et puis il s'est tout le temps un petit peu caché derrière, peut-être pas caché, mais il y a eu une focalisation sur peut-être des enjeux économiques, sur des enjeux sociaux, sur des enjeux culturels. Et tout ceci a une mémoire. Tout ceci, le peuple est en train de lutter avec sa mémoire. Donc il connaît les pièges, il connaît ce pouvoir qui est en place, il sait pertinemment qu'il veut le ramener à la violence. Il y a eu, on n'est pas à la première provocation du vice-ministre de la Défense. On est passé de l'interdiction du drapeau berbère à l'interdiction de la capitale. Et là, il est en train de dire, vous pouvez manifester, faites ce que vous voulez, mais nous, pourquoi? on va là où on veut aller, et puis c'est tout. Mais pourquoi là, aujourd'hui, on a eu quand même un discours qui était plutôt... il était moins agressif et moins brutal que ce qu'on a eu l'habitude de Mais continue de parler de traîtres, de gens qui veulent mener le pays au désastre. Mais ça a toujours été... Vous savez, l'État qui se cache, qui se veut être puissant, en étant coercitif vis-à-vis de son peuple, est un État faible. Et nous, on connaît le pouvoir algérien depuis 1962. Il s'est toujours armé de la question d'ennemis intérieurs, de la question de la main étrangère. Donc ça, c'est sans surprise pour nous. Hein. Alors, je vais vous lire dans le discours du Gaïd Salah un passage. Je rappelle que la deuxième partie de cette émission sera ouverte, consacrée au standard. Alors, c'est lui qui parle. Hein. Notre démarche sera couronnée de succès. Et les desseins de la bande seront voués à l'échec car la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Fin de citation. Alors, de qui parle Gaïd? C'est quoi cette bande dont il nous parle tout le temps et qu'on croyait sous les verrous? Mais visiblement, c'était plusieurs bandes. Nous, on découvre que maintenant que probablement il y a une guerre de clans à l'intérieur du pouvoir. Et voilà, mais ça fait déjà quelques années que ça a commencé. Il faut peut-être rappeler, pour qu'on ne trahisse pas nos mémoires et pour qu'on soit plus intelligent que nos impatiences, que Gaïd, en tout cas, le chef de l'état-major a défendu. Du moins, il a menacé les personnes qui ont crié contre le 5e mandat, en les traitant d'indignes et d'ennemis d'intérieur. Donc, ceux qu'il traite aujourd'hui de bande, de Aïssaba, étaient probablement à un moment donné ses amis aussi. Donc, il s'agit pour lui, ou pour eux en tout cas, de retrouver un deuxième équilibre, ou en tout cas de se donner un second souffle pour pérenniser leur pouvoir. Mais la question qu'on doit nous se poser, c'est qu'est-ce que ça change pour nous? Saïd, la bande, il parle de qui? Il passe son temps à nous parler de bande. Et puis même, il menace de révéler des choses. Il dit, si ça continue, je vais révéler des choses qu'il faut... c'est de la connivence quand on connaît l'existence d'un crime ou d'un complot, d'une conspiration contre l'État et qu'on ne les révèle pas le nom de ces gens à cette justice dont il nous dit lui-même qu'elle est indépendante. Mais d'abord, qui sont ces gens? Il faudrait bien poser la question à lui. C'est lui qui est censé nous répondre. Mais lui, il ne répond pas aux questions. Simplement, c'est lui qui pose question. D'abord, bonsoir. Et qui pose problème. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci encore une fois, Jamel Din, pour l'invitation. Aujourd'hui, l'Algérie est endeuillée. 8 bébés
sont morts, 8 anges ont perdu la vie suite à des négligences. Un pays qui ne peut pas s'offrir des détecteurs de feu et même des éteigneurs de feu automatiques. Un pays dont tous les anciens ministres, et je fais offense au mot ministre de la Santé, avaient dit que nous avons un meilleur système de santé et de meilleurs hôpitaux que les Européens, que les Américains. Européens et les Américains. Ouais. La deuxième des choses, il y a une semaine de ça, à Wad Ayou, des jeunes furent assassinés. 4 jeunes. Je ne fais pas partie de la police, des mœurs ou une autre police de ceux qui stigmatisaient les jeunes, comme quoi ils faisaient tel ou tel. Mais l'acte lui-même est répréhensible. Là, c'est la nature de ceux aujourd'hui qui, un certain 26 février, mot à mot, Kaïd Salah jugeait alors que les Algériens soient poussés, ça c'est ses mots, soient poussés vers l'inconnu à travers des appels douteux, chantant en apparence la démocratie, mais qui en vérité poussent des égarés vers des sentiers perdus. Le 26 février, ça c'est pour dire... Alors les manifestants sont des égarés et la revendication d'un État démocratique, c'est un chemin... C'est des sentiers... Un sentier des sentiers perdus. Perdus, d'accord. C'est pour dire à notre cher chercheur, cette histoire d'accompagner le Hirak n'était... Rochdi à lui dit que les premiers mois, l'armée a réellement accompagné le Hirak. J'aimerais bien savoir qu'il développe un peu plus quels étaient les mécanismes, quels étaient les outils, quels étaient les instruments. Peut-être accompagner le Hirak, c'était de permettre d'ouvrir la télévision à l'unique et l'inique, la zéro, à nos jeunes de s'exprimer. C'était aussi de ne pas fermer la capitale, de ne pas faire des barrages et de ne pas aussi déclarer un certain 10 avril, le peuple a obtenu ce qu'il voulait. Lorsque le président de la République a présenté sa démission. De là, de ces deux... C'est Gaël Salah qui parle, hein, c'est lui qui parle le 10 avril. D'accord. Vous pouvez répéter ? Le peuple a obtenu ce qu'il voulait lorsque le président de la République a présenté sa démission. Ça y est, ça veut dire qu'on a obtenu, c'est terminé. Quant à la lumière de ces deux phrases, d'abord quand il était dans l'allégeance, quand il était dans ça, c'est avant la démission. Avant la démission. Oui. Avant la démission, il était dans l'allégeance pour service rendu parce qu'on a sauvé sa tête en 2002 quand ils allaient l'envoyer en retraite. Oui. Et c'est là qu'il parlait aussi, me semble-t-il, j'ai les dates et j'ai les discours, il parlait de Fakhamatuhu le Majahid Abdelaziz Bouteflika. C'est lui-même, c'est ses mots, et qu'il accusait... رئيس القوات المسلحة وكذا المجاهد الكبير العظيم الأعظم الكبير ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à la lumière de ce qu'il a dit, il n'a pas changé d'un iota. Il est dans son rôle celui que la... Mais il a adapté son discours. Aujourd'hui, il parle de Issaba. Il a... Issaba dans laquelle il se trouvait lui-même, puisque c'est la même Issaba qu'il est en train de mettre en prison. Le mot il était autour de lui et avec lui. Le mot Issaba, il l'a utilisé depuis maintenant, me semble-t-il, 2 mois. Le mot Issaba. Mais ça rentre dans le cadre de la stratégie militaire, qui consiste à identifier l'ennemi, à préparer les moyens, à définir une stratégie, à récompenser les amis ou ceux qui vont adopter la même démarche. Il est vrai que ce que je trouve un peu schizophrénique, c'est que dans le dernier discours, de l'avant-dernier discours, il avait dit qu'il fallait embarquer tous ceux qui voulaient rentrer à Alger. Il a même demandé à un corps spécifique des forces, entre guillemets, de répression, d'embarquer même leurs véhicules. Et aujourd'hui... Oui. Il a de saisir les véhicules. De saisir. Il a demandé à la gendarmerie de saisir les véhicules. Et aujourd'hui, il dit
vos slogans, vous pouvez les chanter, mais on ne les entend pas. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens en matière de cohérence. Si on essaye de trouver la cohérence dans ce qu'il dit et ce qu'il fait, il n'y a aucune cohérence. La seule cohérence qu'il y a, c'est la politique menée depuis l'indépendance confisquée à aujourd'hui, dont le chef d'orchestre, avant qui se cachait, aujourd'hui il est mis à nu. Avant c'était la silencieuse, aujourd'hui c'est la bavarde. C'est le commandement militaire. Bien que, aujourd'hui, il a adouci un peu son langage, bien qu'il Moi, je ne trouve pas qu'il est adouci. Il revient. C'est stratégique, Jamel Din. C'est stratégique. Moi, avec mon bon sens paysan, moi j'ai l'impression, la dernière fois, il a dit ما تدخلوش للجزائر وما تظاهروش وما تقولوش ونقفل لكم الجزائر واللي يجي الطوموبيل نسيجيوها له ونديروا له بروسي وندخلوه للحبس. Et maintenant que les Algériens ont forcé l'état de siège, sont rentrés même par la mer, et qu'il a vu la vraie force du peuple s'exprimer, qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, il réagit par le mépris. Il dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Donc, il ne s'est pas calmé. Je suis tout à fait d'accord. Il passe d'une attitude de violence à une attitude de mépris. C'est pour ça que la dernière fois, nous avons parlé d'un séquençage. La bienveillance, la méfiance, la défiance. Aujourd'hui, et puis la violence. Aujourd'hui, il y a l'insolence. L'insolence, très bien. C'est de l'insolence. Je suis d'accord. Donc, on est passé, depuis le vendredi dernier, on est passé dans une nouvelle étape. C'est l'étape de l'insolence. D'abord, son discours est stratégique à deux niveaux. Le premier niveau, bien que dans l'entreligne, on peut lire de la violence. Mais c'est une violence cachée qui n'est pas destinée au peuple, mais qui est destinée à l'Aïsaba. Il y a du mépris vis-à-vis du peuple, ce qui est une beaucoup plus grande violence. Beaucoup plus grande violence. Mais pourquoi qu'il est stratégique? Parce qu'il se dit, lui qui est hyper intelligent, qui a inventé les nanotechnologies et le système de contre-espionnage mondial et qui a écrit un bouquin là-dessus en 3 langues, l'arabe, français et anglais, et qui est cité comme référence dans toutes les écoles militaires du monde. Il a dit quelque chose. Il se dit maintenant que le peuple fait l'effet inverse de ce que je dis. Si je suis gentil, ils vont rester à la maison. Si c'est par le mépris un peu en douceur et sans douleur, ils vont absolument rien dire. Vous voyez, c'est des petits trucs de. Pourtant, il est très bas. Pourtant, il est tout le temps dans la provocation. De très bas échelles. Parce qu'il est en train d'insulter les gens en parlant comme il parle. De très bas échelles. Maintenant, quant à ce mot, Aïsaba. S'il veut désigner Aïsaba, c'est Saïd Bouteflika. Tartag, Toufiq. Mais ils sont en prison, ces gens. Ils continuent de parler de la bande, d'après lui. Ceux qui organisent, d'après lui, ces manifestations ne sont pas spontanées. C'est une minorité, il nous dit. C'est une minorité qui manifeste. Alors que les images nous montrent... et il dit, Aïsaba, c'est une bande. Et j'ai sur elle des informations que je livrerai un jour. Mais c'est quoi ça? Jamel Din, quand on voit qu'un jeune à Béjaïa qui est venu manifester avec son âne. Oui. Et l'âne a été saisi, on m'a dit. Il a été saisi. Le monsieur a été mis en prison. Le monsieur a été... il va être jugé le 29, me semble-t-il. Pour outrage. Outrage. Pourquoi? Parce que l'âne, c'est la créature qui a permis aux civilisations... Sans l'âne, il n'y aurait ni pyramide d'Égypte, ni l'Empire romain. Ni l'indépendance de l'Algérie. Ni l'indépendance de l'Algérie. Exactement. Et d'ailleurs, le congrès de la Soumab, l'âne qui a été saisi, les archives, il y avait des archives et ils transportaient les archives. Harab, il a été saisi par l'armée française et comme ça qu'ils ont découvert un certain nombre de choses. Quand on voit ce niveau d'indigence, eux, ils braillent sur nous depuis maintenant 57 ans. On sort, on leur dit d'une façon civilisée et d'une façon intelligente. Ils braillent. Exactement. Ouais. Arrêtez. Pour une fois, on leur a ramené leur semblable pour qu'ils leur parlent. Ils nous l'interdisent. Leur semblable, c'est leur faire trop d'honneur. Ils nous l'interdisent. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison. Moi, j'ai des amis
Et d'ailleurs, je crois même que ça va se généraliser. J'ai des amis qui ont des chiens, j'ai des amis qui ont des ânes, qui ont des animaux. Ils m'ont dit la semaine prochaine, on va sortir avec, on va les faire parler, aboyer, peut-être ils vont entendre, et c'est le langage peut-être. Bon, donc ça c'est juste une petite parenthèse. Une petite parenthèse. Sinon, ils sont dans quelle logique? La logique dont ils sont. Ils sont dans une impasse. Oui. Impasse généralisée. Vous dites impasse, Aqila dit cul-de-sac. Exactement. C'est l'impression que ça donne, en effet. Ils sont dans une impasse. Le peuple est dans la créativité, il est dans la joie, il est dans la confiance en soi. Dans l'humour. Vous voyez comment que les rues algériennes s'embellissent de plus en plus vrai. par l'expression. Pleine de couleurs, de sourires, pleine de joie. De joie, de chansons. Quand je vois le collectif des sénateurs de République, les créations qu'ils ont fait, ils vont faire une exposition du 5 au 11 octobre, l'exposition du Hirak. Ce qu'ils ont créé, c'est l'éclosion. Hier, j'ai suivi l'émission que vous avez fait, vous avez parlé de résilience. Oui. Le concept résilience, c'est un concept de botanique. C'est Hirak qui a parlé de la résilience. Exactement. C'est un concept de botanique. C'est quand un arbre, il souffre, qui donne une fleur. Et c'est ça la résilience. Le peuple algérien, il en a souffert pendant des années. Aujourd'hui, c'est des milliers de printemps. Mais en contrepartie, il y a l'hiver, et l'hiver rude. Et il est incarné par le commandement militaire. Et par... Quand j'ai entendu tout à l'heure le chercheur nous dire qu'il faut y aller vers une négociation. Est-ce que le peuple, il a refusé la négociation? Non, au contraire, il l'appelle de ses voeux. Nous, on veut négocier. Le peuple, il veut négocier. C'est l'état-major qui dit non, moi, je ne négocie pas. Moi, je suis au-dessus de la mêlée. Justement, il avait même dit, je vais même chercher la date, il avait même dit dans l'un de ses discours, ils ne veulent plus dialoguer, ils veulent négocier, et je ne négocie pas, c'est des injonctions des mains étrangères qui obéissent à des agendas étrangers. Absolument. Et ça, c'est maintenant... bien sûr que tout conflit se termine. C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle la religiosité populiste. Il croit ربي هذا خافوا ربكم ما داروش واش داروا شوف il dit que ربي يد ربي فوق العصابه ويد ربي ما يشفقوا ويد ربي ما يشفق الانتخابات نتاعو ويد ربي ماهيش فوقنا جميعا ويد ربي ماشي فوق. واش دانا الهضره هذه حنا في لا بوليتيك on est en train de parler de démocratie. Exactement. Donc cette instrumentalisation du religieux à des ils ont instrumenté ربي الشهداء المجاهدين الثوره الفقراء ils ont instrumenté tout ce qu'ils ont trahi tous les jours. Quand ils parlent du nationalisme, c'est pour trahir la nation. Quand ils parlent du patriotisme, c'est pour trahir la patrie. Quand ils parlent de Dieu, c'est pour s'allier à diable. Voilà, c'est clair. Alors, nous allons avoir plusieurs questions que j'aimerais vous voir traiter. Nous allons essayer de le faire de façon assez dynamique, parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, j'aimerais que vous le fassiez de façon assez succincte. Alors, la justice. Tout le monde est en train de parler de la justice en ce moment. Et tout le monde est en train de dire pourquoi ces juges qui nous ont toujours pleuré dans le giron pour nous dire qu'ils ne sont pas indépendants, pourquoi ils n'arrachent pas leur indépendance maintenant? C'est le moment que le peuple tout entier est dans la rue. Aqila. Moi, je pense qu'il y a plusieurs situations qui se concordent ou qui vont converger. D'une part, on a des individus qui n'arrivent pas à s'émanciper du système. Ce système existe depuis 62, depuis 57 ans. Il nous a, quoi qu'on dise, nourris, il nous a élevés, il nous a éduqués. On est imprégné par ce système. Et s'émanciper du poids culturel des choses, c'est très compliqué. Il faut faire un travail sur soi, il faut faire un travail libérateur. Tout le monde n'a pas cette capacité de le faire, même si aujourd'hui on a une volonté générale, une volonté populaire qui est écrasante et qui est émancipatrice. Les gens sont encore dans une forme de retrait et ils attendent. Ils attendent de voir dans quel sens va aller la tempête. Donc c'est des opportunistes. Ben, il y en a. Non, mais c'est un corps, c'est le corps de la justice, réputé pour être l'institution la plus corrompue du pays. Et où il y a des juges honnêtes, intègres, bien sûr. Qui sont pris en otage, qui sont incarcérés par leurs collègues pourris vers eux. Exactement. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas
ils ne se saisissent pas de cette occasion pour se libérer et faire que le pouvoir judiciaire devienne un pouvoir indépendant de l'état-major? Je pense qu'en médecine, on parle de fenêtre thérapeutique. Aujourd'hui, en Algérie, on assiste à une fenêtre thérapeutique. C'est une fenêtre historique. C'est le moment d'avancer à visage découvert. C'est le moment d'assumer. C'est le moment d'avoir le débat d'idées qu'il faut. C'est le moment d'avoir le courage de ses idées. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Vous savez, Djemeldine, j'ai deux images. La première, c'est ce oiseau qui est né dans une cage. Si on le libère, il revient à sa cage. C'est son milieu naturel. La deuxième aussi, c'est ce oiseau qui est en liberté, auquel on donne de la nourriture avec notre main. Il refuse la nourriture parce qu'il veut la liberté. Il y a une catégorie qui est dans ces deux images. Il y a une deuxième catégorie, Youssef Mellouk a répondu amplement à votre question. Les magistrats faussaires. Les magistrats faussaires et un certain nombre de pratiques qui étaient notoires, les fils d'eux, les enfants d'eux, qui étaient préparés pour la pérennisation du régime. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait la pérennité du régime, il faut deux leviers, la corruption et l'impunité. Donc, il se sert de ce levier qui est la justice pour pouvoir se pérenniser dans le système. Il y a une troisième catégorie, c'est la catégorie, pour être... La justice était, à un certain moment, l'un des instruments du régime. Donc, il y a des critères d'entrée. Et les critères d'entrée, c'est très simple. Il y a des questions. Vous m'excusez pour l'expression, par quelle bouche tu manges? Il faut qu'ils aient un dossier sur toi. Un dossier, soit un dossier de mœurs, un dossier d'argent, un dossier d'alcool, un dossier... Ils les tiennent tous. Donc, enfin, tous, non. Mais tout de même, il y a des hommes et des femmes qui sont là et qui font des pas. Nous avons vu tout au début, il y avait des magistrats qui s'étaient créé le club des 1000. Le club des 1000. Il y a les magistrats de Béjaïa et les magistrats... Mais ils les ont réduits au silence. Hein. Exactement, les magistrats de Tizi Ouzou. Il y a aussi les magistrats de Ain Timouchent. De Ain Timouchent, ça commence et ça va venir. Vous savez, moi, comme j'ai confiance dans ce peuple, j'ai confiance dans les dignes enfants de ce peuple à tous les échelons. Y compris au sein de la justice. Y compris au sein de l'armée. Absolument. Y compris au sein de l'armée. À un certain moment, la fenêtre thérapeutique, c'est une très bonne chose, parce que c'est après des années et des années de traumatismes successifs, forcément, chacun a son rythme. Mais... Vous y croyez? C'est pas que je crois. Je lutte et j'ai une détermination pour que ça réalise, parce que notre devoir, en tant que militant, c'est de créer des domaines du possible. Alors, la démission des députés, je ne parle pas de la démission des députés du FLN, du RND, de TEJ, de ces gens-là, je parle de ces partis qui se disent, avec le mouvement de contestation, avec la révolution, dont les responsables manifestent chaque vendredi, mais qui gardent leurs députés au sein de l'archétype même de la corruption et de la trahison du peuple. Le Parlement. Donc, Salim Razali vient de démissionner. C'est très bien. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde devrait suivre, mais on est dans un moment historique. Chacun de nous, à tous les niveaux. Ce n'est pas juste une affaire de fonction ou de métier. Tout le monde doit prendre sa responsabilité. Celui qui peut sortir les vendredis doit sortir les vendredis. Celui qui peut sortir tous les jours de la semaine doit sortir tous les jours de la semaine. Il s'agit de notre avenir à tous. Il s'agit surtout de l'avenir des générations futures. Et ça, c'est même pas une responsabilité pour nous. C'est une responsabilité pour autrui. Ce qui rend l'acte de lutte encore plus sacré. Pour moi, il est déjà tard pour ces députés. Il est déjà trop tard. Ils devraient déjà être dehors, ils devraient déjà être dans la rue. Les corporations, toutes, autant qu'elles soient, doivent revenir comme au début de la Révolution, à savoir se mobiliser et puis investir. Et choisir son camp. Il ne faut pas avoir un pied de chaque côté de la barricade. C'est le moment pour moi, c'est le moment d'avancer à visage découvert. C'est le moment ou jamais. C'est pareil pour ceux qui sont en train de retirer leur dossier pour les élections présidentielles. Ouais. Là, on est en train de choisir son camp. Et puis, on sait pertinemment que ce qui va faire basculer le rapport de force en faveur du mouvement populaire, ça va être l'investissement que chacun d'entre nous va avoir en présence
dans la rue, en présence avec le peuple et en quittant. Voilà, la révolution n'est pas sans sacrifice. C'est comme ça. Alors, sur ce point, Saïd. Vous savez, Djemeldine, toute initiative qui va dans le sens de la libération de l'Algérie et d'accompagnement et de sa participation effective aux côtés du peuple algérien est à saluer. Le problème est politique en Algérie. Tout comme d'ailleurs par rapport à la justice, est-ce qu'il y a la séparation des pouvoirs? Est-ce que la justice peut être indépendante dans un système hybride? Absolument pas. Donc l'Assemblée, je n'ose même pas l'appeler... Assemblée populaire nationale, le Parlement. Parle aimant. Ouais. Donc, à quoi il sert dans les circonstances actuelles? Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous les appelons à la raison. Nous les appelons juste à avoir du bon sens. Ce n'est même pas... Ceux qui vont rester à l'intérieur, ils doivent l'assumer. Parce qu'il y a l'histoire. On peut mentir, se mentir, mentir à ses proches, mentir à ses amis, mentir à tout ce qu'on veut. Simplement, il y a des partis comme l'URCD, comme l'UFFS, le PT, je crois, ils ont quitté. C'est des partis quand même qui ont une certaine forme de crédibilité dans la société. On ne se ment pas. Et ils ont leur assise. Aujourd'hui, la base militante, elle est complètement coupée de ce que moi j'ai l'habitude d'appeler les administrations. Ce n'est même pas des organiques, ce n'est même pas des directoires, c'est des administrations. Donc l'honneur de ces partis et la dignité de ces partis est engagée par la présence de ces mêmes partis dans ces assemblées. Couchez-vous, levez-vous. Djemeldine, quand un président de ces assemblées, levez-vous, couchez-vous, il n'est pas de la majorité. Il n'est pas... Et on le retrouve président par injonction et par calcul politicien. Oui, vous parlez de Ben Saleh. Oui, exactement. Dont le commandement militaire, voulant donner une nouvelle image de composition et de recomposition de champs politiques et donnant un prolongement à ce qu'ils nous ont inventé d'une façon artificielle, un oxymore qui n'a aucun sens, Bédissia Novembria, et on met à sa tête un islamiste Taïwan, et de surcroît porté par les nationalistes du FLN et du RND. Quel nationalisme ils ont, le FLN et le RND? Et quel islamisme? C'est comme celui qui va présider, ou celui qui est ancien président, ou comment qu'il s'appelle, de cette instance de lutte contre la fraude. Mohamed Charfi. Arrête de frauder à Dieu, ensuite tu vas... Alors, d'abord je rappelle qu'il faut toujours le rappeler, puisque eux, ils parlent tout le temps de constitution. Gaïd Salah ne parle que de constitution. Je rappelle que le chef d'État qui l'a fait reconduire un deuxième mandat est anticonstitutionnel. On l'a évoqué 100 fois et on le dira 100 fois encore. Gaïd Salah est anticonstitutionnel. Gaïd Salah est anticonstitutionnel à partir du moment où il commence à parler de politique. Mais Ben Saleh est anticonstitutionnel dans ses charges qu'on lui a confiées, le chef de l'armée. Il l'a fait désigner de façon très anticonstitutionnelle, en violation, et la constitutionnaliste Madame Fatiha Ben Abbou n'a rien dit sur ça. Elle qui vole à chaque fois... Excuse-moi, le ministre de la Défense, oui. C'est qui le ministre de la Défense? C'est Bouteflika. Gaïd n'est que vice-ministre à la Défense et commandant des armées. Oui, mais Bouteflika n'est plus. N'est plus. À partir du moment où il n'est plus, c'est lui qui nomme son vice-ministre. Par conséquence, et ça c'est constitutionnel, il n'est plus légitime constitutionnel. Il est vice-ministre d'un ministre qui n'existe plus. Alors, Tebboune, Abdelmajid Tebboune, on est en train de nous concocter des fuites organisées pour nous apprendre que M. Tebboune va bientôt se présenter. M. Tebboune qui avait été chassé par la Boutefliki et dont tout un chacun sait qu'il est très proche à M. Gaïd Salah et dont on nous dit que c'est lui le favori du régime et que c'est probablement, vraisemblablement lui qui sera président. Alors, je voudrais juste rebondir sur la question de la Constitution. Moi, j'aime bien la phrase qu'a dit l'avocat M. Mkhranait El Arbi au tout début de la Révolution,
à situation exceptionnelle, mesure extra-constitutionnelle. Déjà, d'une part. Et puis, le peuple sort pour un problème constitutionnel, en fait. Le peuple sort parce que l'acte qui est censé être l'acte fondateur de l'État n'est pas. On ne l'a jamais fait. On n'a jamais parlé, on n'a jamais discuté de cet acte fondateur de l'État. Donc, c'est cette constitution-là en elle-même qu'on est en train de vouloir changer. Nous voulons avoir notre acte fondateur à nous et pas celui... Une vraie constitution. Voilà, une vraie constitution qui nous représente... Faite à la mesure du peuple. À la mesure du peuple. Et non pas faite à la mesure de M. Bouteflika. Exactement, parce que aujourd'hui, ce que ces gens qui sont aux manettes du pouvoir, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce ne sont que des instruments d'exercice de pouvoir. C'est des employés. Ouais, ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Ouais. Aucune loi, aucun acte constitutionnel ne peut avoir de légitimité s'il n'est pas ratifié par le peuple. Parce que dans tout État qui se respecte, c'est le peuple qui est souverain et pas la minorité de je ne sais quelle personne qui s'est octroyé le droit divin sur tout un pays. Sur tout un pays parce qu'ils ont combattu pendant 2 mois dans je ne sais quel village ou je ne sais comment. Donc, et pour ensuite revenir à Tebboune, j'ai envie de vous dire, bon, on en a un petit peu assez du recyclage et des plats réchauffés. Et moi, je pense encore, et je tiens à le répéter, que toutes ces discussions dans lesquelles on veut nous noyer, c'est du temps qu'on perd à analyser et à réfléchir sur à la fois la manière avec laquelle cette révolution va aboutir et puis à l'Algérie que nous voulons réellement. Voilà. Saïd, sur Tebboune, avant d'arriver au dernier point qui sera les candidatures. Vous savez, Djamel-Din, devant la légitimité populaire, il n'y a ni le légitimisme constitutionnel ni un autre. Quant à cette histoire de tel ou de tel, comme ça pourrait éventuellement mais j'aimerais bien qu'il rende public ce qu'il a aux États-Unis, la première des choses, pour qu'on sache éventuellement. Et d'ailleurs, alors moi, il y a une déclaration du patrimoine. Une déclaration ça fait partie de leur constitution, qu'ils n'ont jamais appliquée exactement. Par ailleurs. Comme il a été souligné, ce qui nous importe, nous, aujourd'hui, au gré du regard sur le CV de tout ce personnel politique qu'on essaye de blanchir, qu'on essaye de recycler, qu'on essaye de nous présenter un homme qui a, je crois, 73 ans. Qui a 73 ans, l'autre il a 75 ans, l'autre il a 85 ans. Je n'ai rien contre l'âge. Mais les temps ont changé, il est temps de les comprendre. Les faits c'est important. Je pense que le plus important, qu'on doit être mobilisé, déterminé, et qu'on ne reculera pas, et que ces élections n'auront pas lieu. Le reste, qu'ils nous mettent... Didouane, Allah yarhamou, ou qu'ils nous mettent ce qu'ils veulent, ceux qui tiennent leur réunion avec Édouard Philippe, sans aviser la présidence, c'est beau. Ouais. Ceux qu'ils nous mettent qui veulent. Celui dont l'enfant il détient des biens au Canada. Ben, l'essentiel, non, mais ça va venir. Ce sont des citoyens algériens qui ont le droit de se présenter dans des élections normales. Exactement. Normales, pas décidées à l'avance. Plus tard, quand... Pas dont les résultats sont décidés à l'avance. Exactement. Quand ce qui va permettre d'une façon pacifique l'arbitrage social et l'arbitrage politique sera défini et sera institutionnalisé et constitutionnalisé, et il sera au-dessus de tout le monde. Le jour où l'institution militaire, elle va se conformer simplement à son rôle régalien, à savoir la défense de l'intérêt national, de la souveraineté nationale et du peuple algérien. Le jour où les règles démocratiques seront respectées, l'alternance, l'ouverture du champ politique et médiatique, le jour où on vivra dans une démocratie réelle, pas la démocratie derrière les chars
ou devant les chars, ou la démocratie de l'argent sale, ou la démocratie de je ne sais comment, des casernes maintenant, on va l'appeler, si on oserait l'appeler, puisqu'on parle de bête d'ici à novembre, on peut dire démocratie des casernes. C'est des oxymores. Pourquoi pas? Donc inventons des oxymores au rythme de la bêtise qui incarne ceux qui ont créé certains. Oh, pas qu'à danser. Alors, d'abord, une information. Un appel a été lancé par plus de 110 personnes, dont des écrivains, des professeurs d'université, des militants des droits de l'homme, des étudiants et des syndicalistes, et qui demandent l'arrêt immédiat de la répression contre le peuple algérien. Ça a été publié dans la presse, dans celle qui a bien voulu publier. Pas toute la presse, bien sûr. Sinon, la dernière question sur ces candidats, il y en a à peu près une quarantaine qui ont retiré leur formulaire de candidature. Je vous en cite quelques-uns. Ali Ben Flis, Belqasem Sahli, Abdelaziz Belaïd, Abdelkader Ben Grina, Ali Zerdoud, Aïssa Belhadi. Alors, commentaire très vite parce que nous devons ouvrir le standard. Alors, très vite. Je rejoins ce que vient de dire Saïd. Le peuple algérien n'est pas contre un processus électoral, il est contre un processus électoral dans l'état actuel des choses. Second point, je ne m'attarde pas sur les noms de personnes, ils ont visiblement choisi leur camp, on a choisi le nôtre, tout simplement. En ce qui concerne les élections, le concept même des élections électorales, c'est un outil d'exercice de souveraineté. C'est l'outil avec lequel on choisit au suffrage universel quelqu'un pour représenter la souveraineté populaire. Mais ce n'est qu'un outil, mais qui n'a aucun intérêt s'il est appliqué dans une situation gangrénée comme celle qu'on est en train de vivre. Alors, c'est quoi l'enjeu pour eux maintenant? C'est comment se régénérer tout en faisant croire au peuple qu'il les a choisis librement. Maintenant, ensuite, qui nous donne telle ou telle personne, ce n'est qu'une vitrine. C'est-à-dire que ce qu'a réussi à mettre en exergue la lutte populaire et la révolution, c'était de dévoiler le pouvoir formel, et de séparer en tout cas le voile entre le pouvoir formel et le pouvoir réel. Et aujourd'hui, ils veulent encore récupérer leur couverture. Et là, moi, je pense un peu à Spinoza, qui, lui, ne croit pas du tout l'exercice. Il ne croit pas en la liberté, c'est un hétéronomiste. Il dit que la liberté n'existe pas, mais il existe l'illusion de liberté. Ce qu'on essaye de nous faire croire, pour tous ceux qui vont voter, c'est de se dire, nous ne sommes pas libres, mais nous pensons l'être. Nous faire croire qu'on est libre parce qu'on aura choisi librement. Mais on le sait tous maintenant à l'avance parce que l'expérience et l'histoire algérienne nous l'a maintenant très très bien enseigné. À chaque fois qu'on a été voté, on n'a fait que pérenniser le système. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors Saïd, justement, c'est tellement bien dit. Ces gens qui, au lieu de solliciter l'accord de leur peuple, d'être désignés réellement par ce peuple à sa majorité, sont en train de se bousculer dans le truc pour essayer d'avoir l'adoubement de leur maître, parce qu'il est question de maître, le maître des horloges, le maître du régime, le maître de la décision. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Si la liberté pleuvait, certains prendraient des parapluies. Comme c'est bien dit. Il n'y a pas d'élection en Algérie. À partir du moment que les mécanismes et les outils permettant faire la différence entre un tel programme et un tel programme, tout en ayant un arbitrage juste et équitable, et tout en respectant non seulement la voix de la majorité, mais permettre aux minorités non seulement de s'exprimer, mais d'exister. À partir du moment qu'on ne sort pas des fonctionnements ataviques, des fonctionnements fétichistes, des fonctionnements esclavagistes, à partir du moment qu'on ne soustrait pas la politique de l'influence de l'argent sale, de l'influence de la force brutale, de l'influence des chantages, de les différentes influences, et qu'on laisse le libre champ
se dérouler et s'exprimer. On ne les appelle plus riasiyat, ou innaman, elles s'appellent arkhasiyat. Et vous m'excusez pour l'expression, j'ai pas l'habitude, mais c'est ça que ça donne. Vous le dites si bien. Donc, alors c'est pas riasiyat, c'est arkhasiyat. Arkhasiyat. D'accord. Donc, dans ce cas précis, il y a deux prismes. Il y a celui du régime qui est là, qui dit que l'option de ce simulacre, avec ses esclaves, je dis bien les candidats, par contre le peuple, c'est à analyser en profondeur. Avec ses esclaves. Et il y a de l'autre côté un peuple beau, un peuple créatif, un peuple ingénieux, un peuple heureux, un peuple optimiste, un peuple qui se bat. Donc, à partir du moment que c'est un peuple qui se bat, c'est un peuple qui a de la dignité, de l'honneur et qui est heureux. Et de l'autre côté, les autres, qu'est-ce qu'ils valent? Aujourd'hui, ils vont... Vous savez, Jamel Din, le meilleur exemple pour eux. Vous n'avez qu'à penser le sort de Rabb Dzaïr. Voilà. Vous n'avez qu'à penser le sort d'Ouihya. Vous n'avez qu'à penser le sort de toute cette smala qui, à un certain moment, ils étaient des moins que des Kleenex de leur chef. Et aujourd'hui, ils sont où? Et ça va arriver pour vous, de la part du régime, ainsi, bien que pour le peuple, vous êtes déjà dans la poubelle de l'histoire. Merci Saïd Akni, merci Aqil Al-Azri, merci Rochdi Aloui, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Nous allons vous ouvrir le standard pour quelques instants, dans un petit moment. À tout de suite. واحد سنه 7 سنين يدرب باش يجوا يقتلوا هاك معروف كنت في عزفنا والراي وين بول مخر منا ولا بول مخر منا علاش يروح للكلينيك 7 مليون ومش عارف قداش يولد ولده وين يولدني زوالي ولدني كل باش يعاود سبيطار من الاول لا خليه يحضر الشارع. هذا بين الوالي دخل بارك الله فيك. هذه الحاله الثانيه. الحاله الاولى تعرفوا الامومه تحركوا في خسائر في عام واحد وما جانا حتى واحد في غير الوالي وهاب السبيطار من كل حاجه لهذه الاسباب سرطان الولاده كان اللي زرع كان عنده 8 سنين وهو يستنى في الجواب جاء اليوم توفى الزول. ماذا بينا الوالي يدخل ماذا بينا وزير الصحه يجينا حالا مشينا رايحين كان جانا وزير الصحه ولا الوالي. الملائكة حقا تموت الملائكة في بطوار ما هيش في مستشفى. الراية هذه رفعت رؤوس الجزائريين ولكن عصابات اقسم بالله ان الشهداء لا ينامون في قبورهم حتى تنزع هذه العصابة. السلام عليكم من جديد، مرحبا بكم خاوتي. انا سمعت هذه تاع سعيد اكرين حبست لي راسي. قال لك كانوا نهضروا نقولوا الرئاسيات دوك نقولوا الرخاسيات الله معنا حميمي من سطيف. مرحبا بك سي حميمي. حميمي من سطيف. الو مساء الخير عليكم. مساء الخير خويا جمال. مساء الخير. ونحيي صحيبنا وزميل تاعنا سعيد كنين وزميله هذيك عقيله العزري اسمه العقيله. ونحيي كل مشاهدي قناه المغاربيه في شمال افريقيا. بارك الله فيك خويا. بارك الله فيك. تفضل. والله غير حبيت برك باسكو تبعت الحصه اللي تبعتها تربيه. بون النقطه الاخرى برك فيما يخص انتخابات concernant les élections. Je pense qu'il m'a dit Saïd Knin, aujourd'hui il n'y aura pas d'élection en Algérie. De fait, parce que politiquement et techniquement, il n'y aura pas d'élection. C'est-à-dire ce passage en force que le haut commandement militaire il est en train de le procéder contre la volonté populaire, ils assument c'est-à-dire des conséquences de ce passage en force. Parce qu'aujourd'hui, le peuple algérien, s'il a dit non aux élections, parce qu'il a compris une seule chose, c'est que le changement profond est total et radical. Que le peuple veut le procéder ne viendra jamais par une simple élection fantoche présidentielle. 1. 2. Le peuple algérien aujourd'hui, il a compris que l'élection, ce n'est pas la démocratie, mais par contre, l'élection, c'est la dernière chose dans un processus démocratique. Alors, la deuxième des choses, le peuple aujourd'hui, le peuple algérien aujourd'hui, il a compris
Aujourd'hui, on n'a pas encore arrivé au stade d'une compétition électorale. Et nous devons passer par une période de transition pour mettre les bases démocratiques, les bases des principes et des valeurs universelles de la démocratie. Après, il n'y a pas de souci. Nous allons aux élections, c'est-à-dire nous allons aux élections. وي ميرسي بارك الله فيك سي حميمي. سامحني اذا قطعت الكلام، ماذا بينا خاوه ما تفوتوش الوقت باش ما نقطعكمش، صعيبه باش واحد يقطع الكلام الواحد. معنا ابو علام من الجزائر، اهلا بك سي ابو علام. مساء النور سي جمال. مساء الخير، وحنا توحشناك كنا نستناو فيك، طعيت لنا باش قلنا اذا مشيت في الجزائر ولا ما مشيتش. تعرف سي جمال جي essayé à plusieurs reprises sans résultat mais معليش j'ai essayé aujourd'hui. Ça va, c'est très bien, je suis content. مرحبا بك، ça me fait plaisir. كنت نسقسي عليك انا، قلت لمسي بو علام هذاك اللي بكانا هذيك النهار ان شاء الله يكون مشابر. Je vais vous dire, eh ben, شوف d'abord le bonjour à monsieur et mes respects à monsieur Saïd Aknin et à toute l'équipe de Magharibia. Merci. Et si Jamal, ce vendredi là, mais j'ai fait un véritable pèlerinage patriotique. Un véritable pèlerinage patriotique يا جمال خويا. لو كان تشوف التدفق الشعبي هذاك من اروع ما يكون يا جمال خويا. الله الله عليك يا خويا. جيتي au milieu de cette jeunesse يا جمال خويا. لو كان تشوف هذوك الجونس هذوك نسيت المرض تاعي كاع، حسيت روحي في عمري 30 سنه. صدقني يا جمال خويا. ان بان دو جوفانس. الطاقه، واحد الحيويه، واحد النشاط لا مثيل له. شوف عندنا شباب، عندنا شبيبه يا جمال خويا. C'est un miracle, c'est un géant qui est ligoté. Cette jeunesse, c'est un géant qui est ligoté يا جمال خويا. J'ai mal, pour ça j'ai très mal. On n'est pas parmi eux, حسيت روحي في عمري 30 سنه. On n'est pas loin d'eux. J'ai mal pour cette jeunesse, j'ai vraiment mal. يا جمال خويا وصلنا وين؟ Maintenant on emprisonne les anges. ان نوش وحده ملايكه كيما هذيك سميره من السوسي تجي تحبسها. هذيك راهي النور يسويها البلاد هذيك كوم سي جافي ان دوميسيل اون ميزون ونغلق في التواقي باه نخلي روحي في الظلمه. ملايكه جمال هذيك شفتوا جهد فتاه. بارك الله فيك خويا ابو علام. سامحني نقطع لك الكلام، سامحني شوي ديزولي، انا كون نصيب نسمعك ساعه مش دقيقه، ولكن بارك الله فيك خويا ابو علام يعطيك الصحه. معنا امين من الجزائر العاصمه. امين. سي جمال، واش راكم؟ لاباس خويا يبارك فيك، مرحبا بك سيدي. الحمد لله. الوغ حاجه الاولى نقول لفخامه الشعب تو مي ريسبي نهار 22 فيفري اسو جور، ونقولوا للسي قايد صالح يعطيك الصحه على الجمعه اللي فاتت ركزت وحدت القوه تاعنا بالانترفونسيون تاعك كي خصنا الدخول للعاصمه. صح. العاصمه الحاجه الاولى مراهيش تاعو تاع الجزائريين كلهم في لي 48 ولايه وكاع يسالوا فيها، وحنا لي زاجيرون نقولوا ثاني للسي قايد صالح يعطيك الصحه على القوه اللي مديتها لنا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام يا ان ديكالاج اورا بين لا جينيراسيون تاع قايد صالح ولا جينيراسيون تاعنا حنا الشباب. دونك حنا نقولوا له اوني با سور لا ميم لونغور دوند. يا سي القايد روح ريح في دارك راك كبرت ويعطيك الصحه، وكما يقولوا له الجماعه واش درت الله يسامح، خلينا برك نعيشوا حنا كرماء ونكونوا حاجه كما نقولوا شعب موحد، باسكو هذا الشعب راهو مد احسن صوره في العالم كاع باجمعه. الحاجه الثالثه كما قال الانفيتي تاعك دوكا بوعلام سي بوعلام نشكرو ثاني هو والدكتور اللي كانت معاك جي ابريسي بيان الانترفونسيون تاعهم. داكور. على لو بوان داك تاع الرخاصيات الى اونتيرمون ريزون، باسكو لي جون اللي يحبوا البلاد على بالهم الشعب 40 مليون. بون اون فا با ايسيدي اكزاجيري سور لي ستاتيستيك ديزون اوني 15 مليون ولا 20 مليون كي سون كونتر كاع واش يدير هاد العصابه. دونك بصح واعره هذه تاع سعيد كنين، الرئاسيات منا والرخاسيات منا. وي حنايا حنا رانا الشعب رانا مع الرئاسيات ماشي مع الرخاسيات، باسكو نورمالمون واش رانا نقولوا رانا على حق والعالم كاع يشهد لنا بالسلميه تاعنا، ونقولوا السي قايد صالح الشعب هذا كما قال لك خلاص ما جيش تلعب لنا، نقعدوا سلميه حتى اخر دقيقه. بارك الله فيك خويا امين، يعطيك الصحه. معنا فريد من الجزائر، مرحبا بك سي فريد. اليوم الجزائر اون فورس. اهلا بك سي فريد.
السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا خويا. Voilà, Allah يسلمك. Alors, bon, c'est pour faire un petit peu, une petite... j'ai 2 minutes normalement. Donc, on assiste, je pense qu'on assiste à la fin d'un système, de tout un système. Allô? Voilà, de tout un système, voilà, qui a derrière une population qui est déterminée, qui ne va pas faire machine arrière. Voilà, je pense que il n'y a pas une autre solution que qu'ils partent. Et je pense qu'ils vont sortir par une toute petite porte. Voilà. Oui. Voilà. Parce qu'ils ont fait, ils ont tout gâché depuis 62. Ils n'ont fait que gâcher. Ils ont poussé les gens à s'exiler. Voilà. Ouais. Et là, je pense qu'il est temps de partir pour eux. Il n'y a ni élection, ni... Je pense que c'est la fin. On assiste à la fin d'un système. Effectivement. بارك الله فيك خويا فريد. معنا رابح من تيجي وزو. مرحبا بك سي رابح. الو مرحبا بك سي رابح. الو مساء الخير مسي بن شنوف. مساء الخير سي رابح اهلا بك. الزول فلاش مساء الخير الزولي سعيد votre invité aussi. Merci beaucoup Azou Fellak. يسلمك. Donc vous êtes très objectif dans vos raisonnements, vous êtes très professionnel dans votre travail. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour le peuple algérien. Merci. Aux côtés bien sûr de Berber Télévision. Hein. Merci beaucoup. أنا بنسمعوا فيك بارك الله فيك سي رابح. En tout cas, ces élections, mais je ne pense pas qu'ils vont passer. De toute manière, en Kabylie, ça, il y a des signes annonciateurs déjà qu'il sera massivement rejeté. Je vous informe qu'après Bidjaya, il y a le maire de ma région, Sokoltenin, la commune de Sokoltenin, ici à Matka, à Tizi Ouzou, qui a refusé publiquement, avec une déclaration, d'encadrer ces élections. Oui. Et je vous annonce aussi que hier, non, avant-hier, à Dra Ben Khda, 10 km de Tizi Ouzou, ils sont venus installer une commission pour la révision des listes électorales. Ils ont été chassés par la population. Hein. Bah voilà. Et ils ont dit, bon, قالوا الشيف دارا قالوا له يا ودي روح قول للشيف نتاعك dites à vos responsables qu'il n'y aura aucune commission ici à Tizi Ouzou et encore moins des élections. Voilà. Alors, هذه في دراع بن خدة. دراع بن خدة. دراع بن خدة. Le maire qui a annoncé son refus, c'est le premier ici à Tizi Ouzou. J'espère que ça va faire l'effet de boule de neige, pardon. Donc c'est le monsieur Kharmous Slimane, PAPC de Sokoltenin, de Maatka. C'est à 20 km au sud de Tizi Ouzou. بارك الله فيك يعطيك الصحة سي رابح. Donc c'est des informations précieuses. Merci beaucoup. حسين من الجزائر. مرحبا بك سي حسين. الو اهلا بك. الو مساء الخير سي جمال. مساء الخير خويا. وانا نشوف aujourd'hui. نعم. نعم كدايما. Donc pour aujourd'hui la marche a réussi à 100% comme d'habitude. La marche des étudiants, oui, elle a très bien marché. La marche des étudiants, donc des étudiants et du peuple. Donc وهذه تبعها من الشعب عاد يمشي معاهم. احنا نكملوا نقولوا بثلاث ماردي سي لا مارش دي étudiants. بيان كل يوم انا قلت لهم يا بركه خير ونهار واحد اخر باسكو اون ايتي نومبرو احنا لي فيتيرون. شوف حبيت ندير نداء. نعم تفضل. الور النداء هذايا اللي راهم يسمعوا في المغاربيه وباش ما يديكوراجيوش دونك ما يخموا والو اليكسيون با اليكسيون احنا رانا ناجحين ياك. احنا رانا ناجحين ان شاء الله. انا الخبر هذا واسمو هذاك لافورماسيون راح نجيبها دوبي 1870 1870. قالنا واحد الشاعر من الملحون يدير شعر ملحون. نعم. شوف واش قالنا. هذا يقولوا زناقي. نعم هذا زناقي اسمه تاع الصح سي عبد الله بوحفص. أيوة. هذا يدير شعر ملحون. نعم. وسلالات تاع بالوهراني دونك سي بونوم دو لويست. واش يقول لك؟ يقول لك الرئيس لو سيزيام بريزيدون رئيس السادس يجيب الهول هو بوتفليقه والسابع رانا في السابع يجيب الحلول. الله دونك ما تقلقوش ان شاء الله نفهمك الربي.
هذا كيجيب الحلول. الاول مهبول، الثاني غول، الثالث مقتول. فهمت؟ جبدهم كامل. ايوه لو سيتيام يجيب الحلول. بارك الله فيك خويا حسين، ان شاء الله من فمك ربي يجينا رئيس حقيقي وننتخبوه ونختاروه بكل حريه و des élections propres, sincères, transparentes, avec de vrais fonctionnaires, des commis de l'État dignes de ce nom, une justice